Andol Vraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous proposer son podcast. « 23e épisode, nous recevons Marc-Antoine Ledieu, avocat spécialisé dans le numérique. Avec lui, on part des années 1990 et des bases de données pour arriver aux années 2020 où la cybersécurité est autant un problème personnel qu'une affaire diplomatique. Au centre de la discussion, un récent article publié sur son blog dans lequel les questions au croisement entre droit et numérique sont expliquées et illustrées en BD. Il y détaille les risques de sanctions pénales autour de l'utilisation et de la conservation de données fuitées, même de bonne foi, même pour la bonne cause. Marc-Antoine Ledieu, bonjour. Bonjour. Tu es avocat avec une spécialité qui est assez peu courante. Tes travaux se portent principalement sur le numérique, et ce depuis un petit bout de temps, puisque on doit pouvoir remonter jusqu'à la fin des années 90, si je ne me trompe. C'est ça. Qu'est-ce qui amène un juriste qui, a priori, a peu de chances d'avoir beaucoup de numérique dans sa formation, en particulier dans ces années-là, à s'intéresser à ces objets-là? Alors, effectivement, moi, je suis avocat au barreau de Paris depuis 1993. Donc j'ai vu l'arrivée d'internet, et j'ai vu l'arrivée du web, à peu de choses près. Et j'étais pas du tout préparé à ça, 0 formation universitaire, 0 formation perso, Moi, j'étais pas à 18 ans, j'étais pas derrière un micro-ordinateur de je sais pas quoi. Moi, c'était pas du tout mon univers. Donc formation d'avocat traditionnel, et puis j'ai plaidé pendant 5 ans. Je faisais que du judiciaire, et je plaidais du droit du cheval, du droit du contrôle technique automobile, du droit bancaire et du droit de trucs qui ne m'intéressaient pas du tout. Et un jour, j'ai arrivé sur mon bureau un dossier avec marqué logiciel, et là j'ai fait ah oui tiens, ça m'intéresse. Et j'avais déjà fait un mémoire sur le droit des bases de données qui n'existait pas vraiment à l'époque, mais il y avait une jurisprudence qui était assez intéressante. Et puis ce côté numérique, pour moi, c'est de la magie. Et je suis fasciné par l'univers du numérique, les outils qu'on utilise tous, nos téléphones, nos ordis, nos tablettes. Et j'ai voulu comprendre, et puis j'ai commencé à travailler, donc après mes 5 années glorieuses, là je suis parti dans un cabinet qui faisait que du droit du numérique. Exclusivement, c'était surtout de l'internet, d'ailleurs à l'époque du web, même beaucoup. C'était la grande explosion du web avec les services .com, .fr, et les mecs vendaient n'importe quoi et ramassaient des grosses montagnes d'oseille. Ça a été la bulle internet qui a éclaté après. Et moi, je suis resté dans ce milieu donc juridique, où je faisais beaucoup de logiciels, et puis je me suis mis aux bases de données, et puis au fur et à mesure où la techno progressait, j'ai voulu comprendre, et au bout d'un moment, j'avais fait c'est pas prétentieux, mais j'ai fait un peu le tour des problématiques juridiques. Et là, je me suis dit, je vais rentrer dans la technique sévère. Et en fait, à l'époque où ça m'a pris, on a vu se développer les problématiques de sécurité des systèmes d'information. Donc du logiciel, des réseaux, des ordinateurs dans une certaine mesure. Et là, j'ai voulu comprendre techniquement qu'est-ce qui se passait. Et je me suis beaucoup entouré de copains ou de professionnels qui m'ont expliqué la cryptographie asymétrique, qui m'ont expliqué les réseaux, le web, les darknets, les problématiques d'anonymisation. Et je suis tombé dedans, et maintenant on a, alors très concrètement aujourd'hui en 2021-2022, on a des lois qui traitent de la sécurité des systèmes d'information. Et si on ne comprend pas la technique, on ne comprend pas ce qui est marqué dans les lois. Mmh. Et pour beaucoup de juristes, la technique c'est chiant, et moi en fait c'est le contraire, c'est que c'est vraiment un truc qui m'éclate. Donc il faut comprendre les concepts, et je me documente, je suis en formation professionnelle continue. Je fais des podcasts, je fais des présentations, je lis beaucoup. J'ai même acheté un bouquin de cryptographie niveau 2, niveau 2e année, donc cette L1. Et au bout de 2 pages, j'ai calé parce que je ne comprenais pas ce qu'il y avait écrit dedans. Donc j'ai une certaine manière d'appréhender les concepts du numérique, du logiciel, la compilation, enfin tous ces trucs. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant, et de faire caler le droit d'aujourd'hui sur des concepts qui sont très nouveaux techniquement, mais qui nous servent dans nos vies quotidiennes pour bosser, pour faire nos conférences, pour écouter des podcasts. Voilà, moi je veux comprendre, et je suis rentré dans la partie technique. Et comprendre, ça veut dire aussi savoir à la fois
poser les bonnes questions aux bonnes personnes, mais aussi donc comprendre vraiment quels seront les enjeux qui vont se poser, plutôt que juste être, on va dire, ébloui par des explications techniques. C'est ça. Et moi, de par mon métier, j'ai une approche qui est business. Moi, j'aide les entreprises, principalement, à écrire des contrats qui leur permettent de commercialiser leur techno ou leurs services. Donc, il faut comprendre ce qu'il y a comme enjeu derrière. Moi, ça fait déjà plusieurs années que je mets des clauses qui permettent à mes clients de faire de l'IA sur des données qui sont anonymisées. Mais ça veut dire qu'il faut bien connaître le droit des bases de données, parce que c'est tout à fait légal, du moment qu'on respecte aussi le RGPD et le machin et le truc, et qu'on sait que c'est pas pénal, parce que, par exemple, je pense qu'on va en parler, prendre un leak, c'est pas légal, quoi. Il y a plein de problèmes potentiels. Il n'y a pas aujourd'hui beaucoup de condamnations, mais comme j'ai des clients qui font ça, à un moment, ils me disent, c'est légal ou c'est pénal? Je leur dis, c'est pénal. Et il y a ceux qui savent, c'est difficile. Et puis il y a ceux qui savent pas. Le jour où il y en a un qui va se faire toper, c'est pénal, c'est de la prison et des amendes. Et ça rigole plus du tout, quoi. Oui, pour quelque chose qui paraît d'une telle, enfin, pour certains acteurs qui vont être d'une relative simplicité technique, ça C'est veut pas ça. dire que derrière, il n'y a pas des conséquences bien plus compliquées que le simple geste d'ouverture. On va en parler sans doute justement peut-être de certains de ces accès à des données ou de partage de données, on va dire pas forcément avec une intentionnalité négative au départ ou des choses comme ça. Et c'est vrai, mais en fait, tu le résumes très bien. Le problème, c'est que c'est techniquement possible. Et pour beaucoup de gens dans un univers technique, les gens qui font du dev ou de la sécu, des systèmes d'information, ils se disent j'ai le droit de le prendre. Enfin, techniquement, je le fais sans rien voler, sans rentrer de manière intrusive, sans casser des mots de passe. Donc j'ai le droit. Non. Je ne prive pas le propriétaire de ces données. Et pourtant, si. Au terme de la loi, si, clairement. Il y a un propriétaire des données, on appelle le producteur du contenu d'une base de données. Et mon carnet d'adresses, c'est une base de données. J'ai le droit d'interdire que, en dehors des problèmes de RGPD, mais j'ai le droit d'interdire qu'on vienne se servir de mon carnet d'adresses. Et si je le synchronise dans un cloud chez Apple ou chez Android, je sais pas qui, ils sont juste sous-traitants de mes données. Et ils n'ont pas le droit de s'en resservir pour eux, que ce soit des données à caractère personnel ou pas. Ça pourrait être ma collection de ma collection de bandes dessinées, je la tiens à jour, je tiens un listing sur un service web qui synchronise, c'est ma base de données à moi. Je me sers des éléments qui mettent à disposition, je paye un abonnement, et moi je me fais ma petite base de données à moi. Mais celle-là, elle m'appartient à moi, j'y ai passé du temps, j'y ai dépensé de l'argent, un abonnement, je crois que ça doit être 20 euros par an, donc c'est quand même une somme absolument astronomique, et j'ai ma base de données à moi. Et j'ai le droit d'interdire qu'on vienne se servir de ma base de données. Voilà, c'est ça le droit des bases de données. Et il est tout à fait méconnu. Et donc un leak, des données qui vont être volées d'un côté, revendues ou mis à dispo, c'est accessible, on le sait, mais c'est pas légal, quoi. On va y revenir, hein. J'avais encore quelques questions de contexte. Vas-y. Donc tu as parlé déjà de cette première bulle des dot-com de fin des années 90, début des années 2000, et ton champ d'application c'est maintenu sur les années 2010, enfin 2000 et 2010, et là il y a eu quand même des modifications, donc là on va dire un aspect ubiquitaire du web qui s'est développé, une numérisation de tous les services aussi, une numérisation des échanges avec les médias sociaux qui sont développés. Qu'est-ce qui, toi, t'as marqué, en fait, dans cette décennie 2000 et cette décennie 2010? Alors, techniquement, à titre personnel, moi, la révolution, ça a été le téléphone portable. Ça a été le réseau GSM. J'ai mon premier téléphone portable dans les années 94 ou 95. Ça a été une vraie révolution. Après, en termes de business, dans le métier que je fais, la vraie révolution, ça a été le mode SaaS, le software as a service. Et là, on est passé de l'industrie du logiciel, donc au service des consommateurs ou d'autres professionnels, et passé d'un modèle de logiciel qu'on appelle aujourd'hui la licence on-premises. Donc je donne, entre guillemets, un logiciel qui est installé dans le système d'information de mon client, je fais la maintenance à distance, bon, très bien. Et avec l'arrivée du mode SaaS, moi je l'ai vu en 2000, j'ai fait mon premier contrat SaaS en 2007, j'ai un client qui m'a expliqué ce que c'était, je savais pas. Et là, ça a été la grosse révolution dans le business, c'est le mode SaaS. Aujourd'hui, mes clients font pratiquement tous du mode SaaS, que ce soit en B2B, au profit d'autres entreprises, des services web même, pour des sites web ouverts au public, ou du service
vraiment professionnel entre entreprises, de tas de trucs, où maintenant les logiciels sont accessibles en mode SaaS parce que c'est pas cher au stockage. Les réseaux de communication. Oui, le stockage, le prix du stockage s'est effondré en 20 ans. Avant, ça coûtait une fortune un disque dur. Aujourd'hui, on stocke beaucoup de data et plus on en a, en fait, moins le stockage est cher. Et ensuite, les réseaux de communication sont devenus absolument remarquables puisqu'on a maintenant la fibre. Je veux dire, dans beaucoup de grandes villes en Europe, on a la fibre, donc on a des débits de malades, donc on peut diffuser de l'information en temps réel, y compris en bonne qualité. C'est Netflix, c'est des chaînes de télé, tout ce qui est accessible par l'internet. Là, ce coup-ci, c'est bien l'Internet et pas que du web. Et puis, même nos téléphones portables, maintenant, on va passer à la 5G. Moi, j'ai un abonnement 5G. Bon, on sent que ça n'a pas révolutionné le débit encore. On sent que c'est en puissance faible pour les capacités techniques. C'est encore techniques. Une promesse. Ouais, la promesse, bon, ça fait chic, on voit marquer 5G sur son téléphone, on se dit, ça y est, je suis devenu important. Bon, ça va arriver. Mais la grosse révolution, ça a été le SaaS. Et moi, la dernière grosse révolution que j'ai vue arriver, pareil, dans le business, c'est le problème des cyberattaques. Quand moi j'ai commencé à m'y intéresser à titre professionnel, quand il y a eu NotPetya et WannaCry, les deux gros virus de 2017, où là le monde entier a découvert que une équipe probablement planquée derrière un serveur on ne sait pas où a réussi à inonder le monde. 160 pays en 24 heures, il y a eu, je sais plus, 400 000 serveurs infectés par un virus qui était un cryptolocker. Et là, tout d'un coup, moi j'ai commencé à avoir des clients qui m'ont dit là on va avoir des problèmes. Et ils me disent faudrait qu'on commence à regarder ce qu'on met dans nos contrats business. Et partant de là, j'ai tous mes clients qui sont en train de monter en puissance là-dessus aujourd'hui, puisque quand on fait un contrat sur un service web, sur une application en mode SaaS, des applications mobiles et des trucs professionnels, aujourd'hui, la négo en elle-même, c'est pas tellement sur le contenu du contrat, parce que là, maintenant, tout le monde est à peu près d'accord. On a des gens qui sont formés là-dessus, et c'est les parties techniques, c'est les annexes sécurité. Et les annexes sécurité, aujourd'hui, c'est 80% de mon activité. C'est-à-dire qu'il y a très peu de juristes qui savent les maîtriser, et les gens qui maîtrisent la technique savent pas l'écrire en droit. Or, à un moment, il faut bien qu'on fasse un contrat pour savoir qui est responsable de quoi. Si on prend un virus que tout le monde connaissait, mais j'ai pas fait mes mises à jour, donc je vais me faire trouer et mon entreprise est très mal. Okay, mais qui est responsable de quoi? Eh ben aujourd'hui, ça commence à s'écrire dans les contrats. Et comme j'ai développé moi mes compétences techniques pour comprendre bien de quoi on parlait, aujourd'hui, je négocie des annexes sécurité directement avec des RSSI de grosses entreprises qui ne sont pas habitués à négocier avec un avocat. Des termes techniques qu'on va mettre dans un contrat, donc ils ont leur aspect très technique, mais quand on comprend leurs problématiques, la manière dont ça se passe en l'état de l'art, parce qu'il faut suivre aussi l'évolution de l'état de l'art, quand on a compris comment ça marchait, on obtient des négociations assez rapides, très fructueuses et toujours très équilibrées entre le prestataire d'un côté et le client de l'autre. Le tout, c'est comprendre les problématiques. Oui, et de comprendre ce qui est réalisable, ce qui peut être demandé comme une obligation de moyens, ce qui peut être demandé comme une obligation de résultat. On le voit avec récemment la faille de Log4j, où finalement il y a toute on va dire une pyramide de bibliothèques tierces dont on dépend. Et à partir de quand on est en défaut d'avoir mis à jour ces bibliothèques ou d'avoir révélé, retrouvé ou pas une faille. Exactement. Et comme aujourd'hui, les entreprises, mais les organisations générales, je veux dire l'administration, qu'elle soit territoriale ou nationale, on débranche les ordinateurs, plus personne ne travaille. Nulle part. Et c'est ça la grosse terreur. Donc à un moment, quand on est un prestataire de service ou quand on est côté client, moi je le vois, je suis plus souvent côté prestataire. Parce qu'eux, ils se prémunissent à l'avance, mais quand je suis côté client, je vois combien les problématiques de sécurité sont déterminantes. Je veux dire, une très grosse entreprise qui fabrique des petits pains ou qui gère des maisons de retraite ou qui fabrique des pneus, d'accord? L'informatique s'arrête. C'est des centaines de personnes qui sont au chômage, c'est plus de commandes, c'est plus d'encaissement, c'est plus rien. Je veux dire, l'activité économique s'arrête. Donc on a des lois qui commencent à arriver là-dessus, surtout au niveau de l'État pour l'instant. Et puis on voit maintenant il y a des secteurs d'activité comme le secteur financier, c'est les banques, les assurances, qui sont en train de prendre des réglementations qui arrivent directement de Bruxelles, où il y a 150 pages d'obligations techniques juste sur les systèmes d'information.
et je te mets ça dans les contrats, et je te fais des analyses de risque, et je fais des audits, et les règles de sécurité, je t'en mets 122 pages, et c'est contrôlé, c'est sanctionné financièrement, hein, ça va être des sanctions comme le RGPD, 4% du chiffre d'affaires, 2% du chiffre d'affaires, c'est des sanctions qui vont être super lourdes, parce que la terreur, c'est que le secteur bancaire s'arrête. Et si le secteur bancaire s'arrête, l'économie française, c'est sûr, en domino peut-être l'économie européenne, voire plus. Et quand on a eu la crise économique de 2008, on voit ce que ça donne. Oui, ça montre Voilà, bien l'interconnexion c'est ça. des systèmes bancaires, ne serait-ce que d'un point de vue de trésorerie quotidienne, et Exactement. ensuite à, à une plus grande échelle. Comme tu le disais, tu es assez ouvert en fait sur la diffusion de toute cette expérience, hein, et en particulier au travers d'un blog, Technique et droit du numérique, hein, que tu tiens depuis 2014, si je ne me trompe. C'est ça, ouais. Ouais. Mhm. Et sur lequel il y a un peu plus de 300 billets. J'en suis à la présentation 375 qui sont en libre consultation. Hein. C'est des présentations. Je fais maintenant plus que de la BD depuis bien 4-5 ans. Donc c'est des présentations sur des sujets techniques et ou juridiques liés au numérique. Donc c'est le droit des bases de données, c'est le droit du logiciel. Alors parfois je le fais en version juriste, je vais dire le droit du logiciel ou quels sont les droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits sur le logiciel, ou alors j'appelle ça qui est propriétaire du soft. Mmh. Et donc j'essaie d'expliquer à des juristes qui connaissent pas forcément la technique comment ça marche, et puis aux gens qui sont tech, je leur explique les règles de droit qui vont derrière. Et que ce soit du logiciel, des bases de données, ou alors des problématiques vraiment sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on met des doubles authentifications, qu'est-ce que demande la CNIL, qu'est-ce que demande l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui nous produit une quantité de législation assez impressionnante, très technique, mais qui sont à mettre en œuvre de manière obligatoire. Il faut les lire, il faut les comprendre, et il faut les faire comprendre à tout le monde. Oui, quelque part, on rattrape, elle permet de rattraper peut-être un certain retard, ou en tout cas de ne pas prendre trop de retard sur une technique qui évolue très vite, et permet aussi d'encadrer ce qu'on perçoit en ce moment, c'est-à-dire une grande concentration des moyens, pour que en fait la plus petite mairie puisse s'équiper, puisse être au fait de ce qu'elle doit faire. Les règles aussi sont très nombreuses et peuvent être assez difficiles d'accès, on va dire, pour des gens dont c'est pas la spécialité. Bien sûr, ça demande du temps, il faut avoir des connaissances techniques, des connaissances juridiques, il faut le mettre en œuvre. Enfin, c'est difficile, et aujourd'hui, qui a les moyens d'assurer dans de bonnes conditions la sécurité de ces systèmes d'information dans le respect de la loi, bah, faut être un gros opérateur ou avoir des grosses obligations ou des grosses sanctions à la clé. Et quand on a eu en 2013 la loi de programmation militaire qui a imposé à des, j'ouvre les guillemets, l'expression est délicieuse, des opérateurs d'importance vitale, l'objectif de la loi, c'était de dire quoi? En France, on sait que si on arrête les 5 plus grands aéroports, on coupe l'électricité, on coupe la distribution de l'eau potable, eh bien, c'est pas l'économie qui s'arrête, c'est la société française, c'est la France qui s'arrête. Et on sait qu'au bout j'avais lu une étude tout à fait consternante là-dessus, on sait qu'au bout de 10 jours où il n'y a plus de nourriture sur Paris, on pense que les émeutes éclatent. Les émeutes avec les gens qui se battent dans les rues. Or, toutes ces activités vitales, les transports, je veux dire les grands ports, les grands aéroports, les trains, si tout s'arrête, ou si un secteur complet s'arrête, les télécoms, demain, on n'a plus de réseau 3G, 2G, 3G, 4G, 5G. Les réseaux s'arrêtent. Comment est-ce qu'on fait? On se rabat tous sur un téléphone filaire? Moi, j'en ai même pas au bureau. Aujourd'hui, on travaille tous avec nos portables. Okay, on a nos connexions, on n'a plus le Wi-Fi, on n'a plus le fil qui marche. Qu'est-ce qu'on fait? On se met en partage de connexion avec nos téléphones et on récupère la 3G, 4G, 5G. Si ça s'arrête, c'est une catastrophe. Donc l'État a pris donc la fameuse loi de programmation militaire a dit, voilà, vous avez un délai de 2-3 ans, voilà, on va vous désigner comme opérateur d'importance vitale et votre système d'information, il est système d'information d'importance vitale. Voilà la liste de ce qu'il y a à faire. Était joint un magnifique ouvrage de 697 pages écrit petit, bien technique, et dit, et dans 2 ans, on vient contrôler, et dans 3, il y aura des sanctions pour ceux qui respectent pas. Donc, on a été à un moment obligé de faire ça pour les opérateurs d'importance vitale, mais c'est quelques grands hôpitaux, c'est la gestion des aéroports, la SNCF. Ils n'ont pas le droit de le dire, hein, c'est le Premier ministre qui prend un arrêté qui est pas public,
et qui dit, toi, tu es opérateur d'importance vitale. Et je te classe ton système d'information d'importance vitale. On sait qu'il y en a 200-300 en France, ok? Et quand on regarde la liste des gens qui peuvent être classés dedans, donc il y a l'énergie, il y a le transport, il y a un peu les hôpitaux, l'alimentation, l'écoulement des eaux usées, hein. S'il n'y a plus d'écoulement des eaux usées dans des grandes villes ou même dans les campagnes, ça va pas le faire longtemps, d'accord? On va tous vivre dans des cloaques, ça va être l'enfer. Donc, opérateur d'importance vitale, ça a été lancé comme ça. Donc il y a l'ANSSI qui s'en occupe, ça prend du temps. Il y a les administrations, hein, bien sûr, qui peuvent être, qui sont opérateurs d'importance vitale. Et l'Union européenne, c'était en 2016, a pris une directive qu'on appelle NIS, Network Information Security. Donc c'était la sécurité des réseaux et des systèmes d'information. Donc au moins le titre il est clair. Comme ça on n'est pas déçu. Et ils ont fait pareil, mais au niveau européen. Donc soit t'es vital pour ton pays, en France, c'est une législation militaire, mais qui s'applique à des entreprises civiles. Hein. C'est pas que les entreprises d'armement, bien au contraire. Donc l'Europe s'est mise à faire pareil. Et puis avec le développement des cyberattaques, là, l'Union européenne a vu des cyberattaques crapuleuses ou militaires, hein, parce qu'on voit, il y a eu le grand virus Stuxnet en 2010, où quand même les Américains, probablement aidés par les Israéliens, ont quand même arrêté l'usine souterraine de Tabriz ou de Natrans, ça je me trompe toujours, avec un virus informatique qui leur a cassé les centrifugeuses. Okay, et ils ont arrêté leur programme nucléaire pendant 3 ou 5 ans, juste comme ça. Donc on voit que militairement c'est un problème, on voit que pour les entreprises, les administrations, aujourd'hui c'est un vrai problème. Donc on a des lois européennes qui arrivent, qui se développent, qui se multiplient. Là, le secteur financier vient de prendre un projet il y a 1 an qui s'appelle DORA, et c'est la résilience opérationnelle des systèmes d'information des banques et des assurances, soit très importantes dans leur pays, soit qui ont des interconnexions sur le territoire de l'UE. Et là, il y en a 150 pages. On est en train de l'éplucher, on est 2 juristes à bosser dessus. C'est des documents très très longs, mais ça va être tout le monde dans le secteur financier, dans toute l'Europe. Et ça va être les mêmes règles pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est l'état du droit qui s'annonce. Et, pardon, si ça arrive comme ça pour les gros, le secteur financier, ensuite il va y avoir un peu pour l'industrie, il va y en avoir pour machin, et puis au fur et à mesure, on va faire descendre les obligations de sécurité à un niveau de plus en plus bas, c'est-à-dire de plus en plus vis-à-vis de nous tous. Simple utilisateur. Et regardez aujourd'hui, dans tous les téléphones qu'on nous vend, eh ben maintenant c'est de la reconnaissance faciale, parce que c'est de la sécurité, c'est de la reconnaissance par empreinte digitale, c'est des codes à 6 chiffres, à 8 chiffres, c'est de la double authentification pour les plus furieux. Enfin, sur les téléphones, ça va encore. Et ça veut dire qu'on sait qu'il y a un problème, qui est général. Ces technos marchent super bien, mais c'est pas sécurisé. Oui, en principe, pour la Wi-Fi ou les Wi-Fi qui sont ouvertes, il faut pouvoir retracer les utilisations. D'un point de vue légal, c'est obligatoire quand on offre un portail Wi-Fi, il faut pouvoir. La collecte des métadonnées, il y a on vient de prendre 3 décrets là au mois d'octobre. On a fini de les éplucher, c'est à s'arracher les cheveux. Il y a des obligations légales très importantes de collecte de métadonnées, mais qui les respecte? C'est ça le problème. Quand on est un très gros, on fait gaffe. Un opérateur télécom, oui, parce qu'on va facturer, parce qu'on a l'habitude. Mais tous les hôtels, vous prenez la moitié des hôtels de France, ils gardent pas les métadonnées, alors qu'ils en ont l'obligation. Hein. Des gens qui vont se loquer à partir de leur système Wi-Fi. Et pourtant, c'est la loi. Ils offrent ce service-là à leurs clients. Ils vendent ce service-là à leurs clients parce que sinon le client ne vient pas. Hein, s'il n'y a pas la Wi-Fi, on ne vient pas. Moi, la télé, je ne sers même plus. Non, il suffit d'avoir le Wi-Fi quand on se déplace. Avec le Wi-Fi, on a la télé aussi. Hein. Donc on est en fait effectivement, on est responsable de nos objets finalement, et les objets numériques n'y échappent pas. Non, les objets numériques n'échappent pas. Mais enfin, soyons lucides. Qui s'intéresse à la sécurité de son téléphone? Ok. Non, mais nous, les pros, on y est un peu sensibilisés. Moi, je baigne dedans, donc je passe mon temps à mettre des codes partout. J'oublie, que je note, mais plus sur des post-it. Hein. J'ai progressé. Là, j'ai un gestionnaire de mots de passe sécurisés dont j'arrive à me servir, donc c'est quand même un vrai talent. Mais à côté de ça, nos aînés, nos parents à nous, ils avaient un téléphone, ils recevaient un email, chère Marguerite, donc c'était pour eux, ils cliquaient, alors ils se faisaient tout piquer, infecter, tout était pourri. On n'a pas appris à gérer tous ces outils avec la sécurité. On est quelques professionnels alliés de sensibiliser, mais moi je vois mes fils qui ont 19 et 17 ans, mais la sécurité, ça les emmerde. Ça sert à rien. Parce que de toute façon, qu'est-ce qu'ils risquent? Là, aujourd'hui, ils ont de l'argent de poche, ils commencent à bosser un peu, ils font des stages, mais le jour où ils vont gagner de l'argent et qu'ils vont se faire piquer de l'oseille sur leur compte en banque, là, ça va moins les faire rire. Non, mais c'est toujours comme ça.
Voilà. Et quand on n'a pas de mobilette, on craint pas de se faire voler sa mobilette. Et le jour où on s'est payé sa première mobilette, c'est marrant, on s'achète un cadenas qui est plus gros que la mobilette. Et oui, mais Oui. c'est l'expérience. Voilà. On va revenir au leak, hein. Un des derniers billets de ce blog. Utiliser les datas d'un leak, c'est pénal ou c'est légal? Est-ce que c'était un billet d'actualité ou c'est lié plutôt à un moment où tu as remarqué qu'il y avait suffisamment de quoi produire un point de synthèse sur le sujet? Euh, Moi, je travaille avec des professionnels, bon, maintenant pas mal dans la sécu, des prestataires de services, et quand je leur parle, donc je leur fais leur contrat, je fais des négos de contrat pour eux, et donc de temps en temps, ils disent des trucs. Donc je les écoute, je pose des questions, et je leur dis, mais dis donc, là, t'as utilisé un leak, là? Je dis, bah ouais, bien sûr, tout le monde les récupère. Ah, je dis, ah, tout le monde les récupère, ouais, ouais. Ah bah ouais, ouais, on a le droit. Je dis, ah bon? Mais c'est une question ou c'est une affirmation? Il me dit, c'était une affirmation, mais c'est peut-être une question maintenant. Je dis, bon, d'accord. Ah bah tiens, tu nous ferais pas un topo pour l'OSIR, donc qui est l'Observatoire de la sécurité des systèmes d'information et des réseaux, c'est une asso de professionnels. Et je leur dis, ok, je vais vous éplucher ce que c'est qu'un leak juridiquement, enfin techniquement et juridiquement, pour être capable de dire derrière, voilà, on peut appliquer telle loi, et si tu fais ça, c'est interdit et c'est pénal. Et donc, pour l'illustrer de manière plus sympa que la matière ne le laisse penser, donc j'ai fait une présentation en bande dessinée avec des images, bien sûr, de prison, de prisonniers, des gens qui pointent des flingues dans tous les sens et qui menacent tout le monde. Et en fait, c'est quoi le problème aujourd'hui? C'est que il y a des gens qui vont voler des données, hein, on va le dire simplement comme ça, en très grosse quantité. C'est des gens qui sont de plus en plus professionnels, qui font ça. Il y a 30 ans, c'était des gars avec un hoodies super dans leur chambre avec un ordinateur qui devait peser comme ma voiture aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est des professionnels qui vont voler de la donnée, qui font du racket avec, on appelle ça de l'extorsion en droit, qui vont faire du chantage, qui vont mettre des cryptolockers, qui vont faire des trucs horribles, qui empêchent des gens de bosser, qui volent des informations, bref. Et de temps en temps, pour se faire payer plus vite, ils mettent une partie de ce contenu, donc de ce vol d'informations, ils le mettent à disposition sur des sites web pas toujours très faciles d'accès, mais en tout cas libres d'accès. Alors, on va sur Tor, on va sur d'autres Darknet, au pluriel, et on peut trouver ces informations qui sont techniquement récupérables. Donc moi, je sais où les chercher, enfin moi, un de mes clients ou un des pros, je sais où les chercher, j'y vais, je récupère, je télécharge, et je stocke dans mon système d'information. Alors ensuite, on se dit, qu'est-ce qu'il y a dans le leak? Ah oui, parce que les pirates, entre guillemets, ils font ça en disant, t'as vu? Voilà, j'ai divulgué la 10% de ce que je t'ai volé, et si tu me payes pas tant en bitcoin ou en je sais pas quoi, je vais tout dévoiler, donc tu seras dans la mouise, c'est la honte, je vais te bloquer ton système d'information, tu vas plus bosser, tes salariés, ça va être la crise, ça va être horrible, et c'est vrai, hein, ça marche. Et donc, ils divulguent des échantillons ou des vieilles bases de données comme ça qui sont remplies de trucs, on sait pas trop, et il y a plein de techniciens qui vont les récupérer parce que eux, ils y ont un intérêt certain. C'est de détecter qu'est-ce qui aurait pu fuiter pour des gens dont ils s'occupent. Donc ceux qui récupèrent ces leaks, ils le font de manière en général bienveillante pour faire leur boulot, pour dire ok, on a détecté des adresses IP, on a détecté des adresses mail compromises, on a des login password complets, on a de la donnée personnelle, des données de santé, des RIB, hein, des relevés d'identité bancaire, on a tout ça. Si je travaille pour une banque, je dis attention, là il y a des données qui circulent, voyez, et je fais de la recherche à des fins de sécurité. Donc quand moi je suis un professionnel et que je fais ça, ou un RSSI, donc les fameux responsables de la sécurité des systèmes d'information, je le fais pas pour me faire de l'oseille, mais je le fais parce que j'en ai éventuellement besoin à titre professionnel ou à titre de recherche. Hein, après tout, je suis chercheur en sécurité des systèmes d'information. Il faut bien que j'ai de la data pour alimenter mes modèles, faire tourner mes logiciels d'analyse. Bon. Donc, la réflexion est super basique. Moi, professionnel, je sais où chercher des leaks, parce que il y en a partout, il y en a tout le temps, donc il y en a plein. Je vais les télécharger, et puis je vais m'en servir. Donc, si je peux les télécharger, c'est donc légal. Voire même les passer à mon collègue du RSSI d'en face. Bien sûr, puisque je les ai copiés une fois, je peux les copier, puisqu'après tout, c'était en open source. Hein, c'était en source ouverte, pardon. Quand on dit open source, c'est plutôt la source ouverte. C'est libre d'accès. Comme mon site web. Mon site web, il est libre d'accès. Est-ce que tout le monde a le droit de prendre mes présentations? Non. Pourtant, c'est en source ouverte. Mais c'est pas de l'open data, quoi.
Et le problème, c'est que quand on récupère des leaks, que ce soit 1 ou 10, qui fassent 10 gigas ou 3 téras, peu importe, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et ben si dedans déjà il y a des noms, prénoms, adresses, numéro de téléphone, machin, on est sur des données personnelles. Et ben la loi interdit de faire des bases de données à caractère personnel clandestines. Ah bah oui, mais je l'ai récupéré de quelqu'un qui les a volés. Bon bah donc ta base de données, je veux dire, elle sent pas bon quoi. Je veux dire, un peu de bon sens. Est-ce que c'est du recel? Alors techniquement, en droit, ça va être compliqué de dire que c'est du recel, parce que le recel, c'est le recel de biens, de ce qu'ils appellent le recel de choses. Donc on est sur des choses matérielles. Là, on est dans l'immatériel. C'est là où le droit pénal rame un peu. Par contre, on a été tapé dans le contenu d'une base de données, on a fait une atteinte à un système de traitement automatisé de données, donc un système d'information. Hein, c'est code tout pareil. Et là, les délits pénaux, il y en a au moins 5 applicables tout de suite à celui qui prend un leak. Il y a des données confidentielles, il y a des données secret défense, des incriminations, il y en a à l'appel. Même si c'est pas lui qui a été le premier opérateur de la chaîne. Juste les détenir. J'ai recopié. Donc le fait d'aller chercher, c'est une manœuvre frauduleuse, au sens de la loi pénale. Si on est passif et qu'on reçoit un truc, on n'a rien demandé. Là, on n'a pas fait de manœuvre, on a reçu. J'ai jamais vu quelqu'un recevoir un leak tout seul, quoi. Genre bonjour, je suis un leak, j'arrive. Non, c'est pas vrai, il faut aller les chercher. Donc il y a déjà un acte positif, hein, en droit ça s'appelle un acte positif. J'ai fait la démarche j'ai récupéré, c'est pas moi qui ai commis le leak, hein, tout le monde le sait. Ok. Mais le fait de détenir ces datas, eh ben c'est pénal en France. Il y a très peu de procès, voire quasiment pas, parce que les juges d'instruction sont pas formés, parce que les gens portent pas plainte, parce qu'il y en a tellement que c'est un vrai problème. C'est comme les arnaques par email. On sait que les gens envoient à coup de 10 millions d'emails. Il y en a 20 000 qui répondent, qui se font harponner leurs données. Je veux dire, c'est un phénomène qui n'est pas maîtrisé techniquement aujourd'hui par les forces de l'ordre et la justice. Donc on a des textes qui sont assez bien écrits, hein, ça se comprend très très bien. Hein. On sait que ça s'applique au leak, il n'y a pas de problème. Mais derrière, il n'y a pas de répression parce que il n'y a pas de gens assez formés, parce qu'on n'a pas les moyens, parce que le phénomène est très nouveau. C'est le problème des techniques qui sont révolutionnaires. Quand on a eu, c'est une anecdote qui m'avait fait vraiment marrer quand je m'étais intéressé à l'histoire du transport de la data. Okay, en partant de Néandertal, j'ai fait une série de présentations pour expliquer comment on avait envisagé le transport de la data, de l'information. Et en fait, les premiers téléphones installés aux États-Unis et en France, commerciaux, hein, c'est les années 1875. Ça fait 150 ans qu'on commence à commercialiser du téléphone. Bon, c'était du cuivre, ça marchait pas très bien, mais on avait ça. Eh bien, dans les 5 années qui ont suivi, on a eu les premiers services de téléphone porno qui ont été lancés en Union européenne. Et donc, dès qu'on a une nouvelle techno, il y a des gens qui vont faire... Tu peux même remonter au télégraphe Chap, qui avait été détourné... Un délit d'initié, absolument. Une super BD d'ailleurs là-dessus. Il s'appelait La Banque, c'était le tome 1, je crois. Chez Dargaud, enfin, sous réserve. Mais on sait que dès qu'on a une nouvelle techno, ça va servir le progrès. Je veux dire, le web, c'est extraordinaire. Moi, j'ai plus de code civil papier. Je vais sur Légifrance et j'ai des bookmarks de partout. Je n'ai plus de papier dans mon bureau, à part les factures de mes fournisseurs et les BD que je stocke comme ça. J'ai plus de papier. Mais tout ça est très nouveau et les problématiques de sécurité sont très nouvelles. Donc aujourd'hui, des gens font. Techniquement, on peut aller récupérer un leak. C'est pas interdit. C'est pas interdit techniquement. Bah donc on se sert. Mais est-ce que c'est légal? Ben non, c'est un vrai problème. Et en fait, la difficulté, c'est qu'il y a peu de procès, très peu, parce que bon, et puis juste celui qui va se faire toper et qui va donner son nom à la jurisprudence va pas être content lui. Oui. C'est dommage que ça soit tombé sur lui, mais... Et voilà, dommage pour toi, mais c'est ton nom. Et c'est un truc aujourd'hui qui est assez nouveau en France pour les condamnations, notamment de la CNIL, c'est qu'ils condamnent des opérateurs machin et tout, ils disent, et pendant 2 ans, la jurisprudence va porter ton nom. Donc nous, les juristes, quand on fait nos formations derrière en expliquant que c'est faut pas faire ci, faut pas faire ça, on cite la jurisprudence... l'entreprise est pas très contente. Donc, même quand on s'explique publiquement aujourd'hui, on dit la jurisprudence du 14 juin 2021, on donne pas trop de nom de l'entreprise parce que c'est l'opprobre. Et c'est fait exprès. Et aujourd'hui, les tribunaux, alors surtout dans les matières techniques comme ça, ils agissent comme ça. On dénonce, on donne le nom parce qu'on dit comme ça, c'est la honte. Comme ça, tout le monde va savoir que c'est toi et tout le monde va se mettre au garde à vous.
ce qui est un peu un vœu pieux quand même. Mais si on est le premier à se faire toper, à réutiliser un leak, je parle même pas de faire du business avec, c'est-à-dire revendre le leak. Ou non, je parle juste de l'analyser ou faire de la documentation technique, ça va. Alors celui qui fait du business avec, qui revend, là il est pas. Et celui qui paye pour acheter un leak, lui, on va lui trouver un truc horrible, type recel mais un peu bricolé. Tu as déjà indiqué qu'il y avait que la nature du contenu des données de ce leak pouvait impliquer des conditions légales différentes. Tu as parlé de données personnelles, par exemple. Là, on voit bien que ça tombe, par exemple, dans la poche de la CNIL ou du RGPD. Est-ce que il y a d'autres types de nature comme ça qui changeraient, par exemple, des données secret défense ou des choses comme ça? Alors effectivement, le simple fait alors il y a les législations secrètes sont assez marrantes. Enfin assez marrantes. Quand c'est pénal, ça fait rire personne, mais je récupère un leak dans lequel il y a des documents numériques estampillés secrets ou très secrets. Le simple fait de les détenir sans avoir l'habilitation au secret, c'est 7 ans de prison et 350 000 euros d'amende. Enfin, pour le montant de l'amende, j'hésite, mais c'est 7 ans de prison. Le simple fait de les détenir en n'étant pas habilité au secret, déjà direct. Et surtout dans les leaks, on le voit dans les affaires qui ont eu lieu l'année dernière pas mal, quand il y a eu le grand piratage des serveurs Exchange de Microsoft, c'était les emails. Et les emails, c'est des correspondances. Et le secret des correspondances, qui serait violé, c'est 1 an de prison et 45 000 euros d'amende. Or, quand on récupère un leak avec des emails d'une entreprise, tout ça, eh ben, on est donc en violation du secret des correspondances. Ça vous était pas destiné, c'est pas vous qui les avez envoyés, donc c'est pas les vôtres, donc vous avez interdiction de les lire. Voilà. Secret des correspondances. Et là, ben voilà, c'est pénal. Le simple fait de les détenir. Pas d'aller les lire, les découper. Non. On les détient. On n'a pas le droit. C'est tout. Et est-ce que il y a des différences aussi au niveau des actions qui ont été menées pour y accéder? Donc tu as décrit ici une chaîne de production de leaks avec des opérateurs qui vont utiliser des failles de sécurité ou créer ces failles pour C'est ça. accéder à des données qui étaient protégées. Si ces données ne le sont pas. On imagine par exemple un site web qui n'aurait pas bien protégé ses données, un robot de Google passe et moissonne, et je retrouve sur Google, je pense en particulier à un cas récent qui s'est passé comme ça. Voilà, c'est dans le cache Google que j'ai récupéré ces données-là, donc il n'y avait pas d'intention en fait d'aller les chercher de façon frauduleuse. Est-ce que ça change quelque chose? Ça change quelque chose, oui. Quand on rentre de mauvaise foi dans un système d'information, genre je découvre une vulnérabilité ou j'exploite un système de, je sais pas, une attaque par dictionnaire, par force brute, ce qu'on veut. Ok, je rentre dans un système. Je m'authentifie de manière frauduleuse. Là, on est directement délit pénal. C'est interdit. Ok. Soit on a une autorisation et on rentre, soit on n'a pas l'autorisation, pas l'habilitation, pas les droits d'accès à, et là on est en délit pénal. Tout de suite. Ça vaut pour les salariés, dans le cadre de leur contrat de travail. Je suis à la comptabilité, je vais pas accéder au système d'information qui gère les robots qui fabriquent les petits pains. Voilà. Je suis en manquement pénal, je suis en faute pénale. Là où c'est problématique, et ça existe encore beaucoup aujourd'hui, c'est que en fait, je rentre dans une base de données, on me demande mon login, mon password, je fais admin ou admin 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je rentre. Donc là aujourd'hui, la loi change et dit alors bon, t'es rentré, ok, t'es rentré, t'as pas forcé de rentrer. Enfin, je veux dire, t'as utilisé un système, voilà, il fallait sécuriser les mots de passe. Par contre, celui qui a juste laissé admin ou admin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou my password ou le nom de ma femme ou de mon chien ou de ma bagnole, j'en sais rien. Lui, on va lui dire alors toi, t'es en manquement à l'obligation de sécurité et toi aussi, on va te condamner. Mais on va te condamner au civil. On va dire que tu es responsable du défaut de sécurisation. Et en fait, toutes les lois, les OIV, les opérateurs de services essentiels, tout ce qui nous arrive, DORA et tous ces machins, tapent d'abord sur ceux qui n'ont pas sécurisé. Parce qu'on voit qu'on n'arrive pas à arrêter les pirates. Donc si on n'arrête pas les pirates, on va mettre des verrous sur les portes. C'est bien. Mais on va dire aux gens, si vous mettez pas de verrous sur les portes numériques, eh ben vous allez aussi être considérés comme responsables. Pas coupables. Là, c'est clair. Eux, ils seront pas coupables, mais ils seront responsables. Et c'est eux qui vont payer derrière des amendes ou des dommages et intérêts. Et puis, quand on arrive à choper un truand,
j'aime pas dire hackers, mais enfin des malhonnêtes en ligne, quoi, des cyberattaquants. Enfin, je préfère dire cyberattaquants. Bah ceux-là, quand on en chope un, ok, ils risquent la tôle pour de vrai, eux. Mais on en chope un sur 100 000. On en chope combien? Il y a combien de procès avec des condamnations publiques au pénal de gens qui ont fait des leaks, des cryptolockers? On en chope très très peu. Alors il y a Hushpuppi. Alors on va nous parler de Hushpuppi, voilà, comme d'habitude. On voit bien que d'un point de vue de technique policière, ça va demander en fait des interconnexions internationales. Il y a des fois des supports étatiques, puisque tu avais fait un peu la différence entre les groupes étatiques, non étatiques, mais il y a certains pays, il y a du mélange, etc. Donc si tout d'un coup le support disparaît, les personnes vont être plus facilement attrapables. Voilà, ils ont des appuis aussi. Ces appuis sont pas forcément éternels. C'est vrai. Alors là, tu mets le doigt sur un truc qui est tout à fait étonnant, c'est qu'on le sait aujourd'hui, hein, c'est public. La Russie, la Fédération de Russie, le président Poutine, qui va être ravi de m'entendre parler de lui en bien, une fois de plus, a laissé entendre, mais en fait l'information maintenant est confirmée de partout. Il vous hacker, si vous êtes sur le territoire russe, vous faites ce que vous voulez à l'extérieur de la Russie. Si vous vous en prenez à une entreprise russe sur le territoire russe, vous allez avoir mal aux genoux pendant quelques années. Voilà, donc c'est soit la batte de baseball ou l'équivalent dans la culture russe, ou c'est directement une balle dans la peau. Et on a vu une affaire très récente où il y a, c'est sorti sur Twitter notamment, où une entreprise russe répondait à une entreprise, à un groupe qui l'attaquait en disant les gars, je suis russe là, donc faut pas m'attaquer. Et les types se sont excusés et envoyé la clé de déchiffrement gratuitement. Okay, c'est en open source, c'est libre d'accès sur Twitter. Et on sait que ça se passe comme ça, là-bas. Donc il y a ce phénomène d'une délinquance numérique qui est stupéfiante et qui rapporte beaucoup d'argent. Et de temps en temps, les services, ce qu'on appelle les services, nous en France, c'est-à-dire le FSB ou le SRV, c'est les renseignements extérieurs russes, vont voir un de ces groupes et leur disent « Tiens, tu vas nous faire un truc pour nous. » Parce qu'on sait ce que tu fais, ok, on sait que tu as gagné beaucoup d'argent, donc tu t'es bien tenu parce que tu n'as pas attaqué des Russes, mais là tu vas bosser un peu pour nous. Et en fait, il y a des délégations quasiment de missions d'espionnage au sens étatique qui sont faites du coup par délégation par des hackers. Bon, après ça, il y a des services militaires ou civils type FSB qui font des opérations de hacking à des fins politiques, à des fins probablement crapuleuses, on s'installe, machin, mais dans certains pays, ils ont l'immunité connue. Tout le monde sait que c'est comme ça. Donc, une fois qu'un État comme la Russie, avec des gens qui sont intelligents, qui sont équipés, le matériel, c'est pas grand-chose, c'est beaucoup de jus de cerveau, d'intelligence humaine, technique, s'ils ont l'impunité sur le territoire russe, c'est sûr qu'ils vont en faire une industrie. Et on sait que la Corée du Nord, de son côté, a organisé le financement de son État en faisant du cryptolocker à l'échelle mondiale. Okay, on sait qu'une partie du budget de l'État de la Corée du Nord provient des rançons payées en bitcoin grâce aux cryptolockers diffusés par notamment Lazarus. Et il y a plusieurs groupes qui sont connus. Je ne fais que lire la presse en source ouverte. Et quand on découvre ça, à un moment, ça fait froid. Ça fait froid dans le dos quand même. Et donc ces enquêteurs qui vont retrouver ces cybercriminels qui vont les chercher, est-ce que eux ils ont le droit d'utiliser ces leaks? Est-ce qu'il y a des, parce que ma question c'est un peu plus large, c'est est-ce qu'il y a des professions ou des personnes qui pourraient avoir des autorisations pour exploiter, pour échanger, etc. Est-ce que un policier peut le faire? Est-ce qu'un RSSI peut le faire? Est-ce que un passionné de Zint peut le faire? Alors, à ma connaissance, et je me fais humble, c'est pas mal documenté, il n'y a que l'ANSSI qui ait un droit de conserver de manière quasiment illimitée des données techniques relatives au modèle de la cyberattaque vécue, entre guillemets. Bon, c'est pas tout à fait écrit comme ça dans les textes, mais dans l'esprit, c'est ça. Alors, je sais plus d'où ça vient, mais je retrouverai ça. À part ça, l'État a tous les droits, bien sûr, puisque l'État c'est l'État. Voilà. Donc l'État peut garder les services de renseignement, les services judiciaires dans le cadre de leurs compétences judiciaires, et les militaires bien sûr de leur côté, puisque la France a officiellement annoncé, a prévenu en 2019 et a annoncé, confirmé je crois en 2020, la France s'est dotée à titre militaire de capacités cyber offensives.
Et la ministre Florence Parly, Madame Parly, a annoncé que on l'annonçait, c'est parce qu'on allait s'en servir. Pour les militaires, hein. Donc c'est l'attaque des systèmes d'armes adverses. Donc j'attaque entre guillemets un navire de guerre, au lieu de lui tirer dessus un coup de missile, je vais lui bloquer les commandes de ses propres tirs de missiles. Je vais attaquer ces systèmes d'information, qui sont des SCADA, hein, qui sont considérés comme des systèmes industriels, hein, qui permettent de piloter des robots, sauf que c'est des robots militaires avec des commandes très bien. Mais si je bloque, si j'ai en face de moi un porte-avions et il peut plus faire décoller, atterrir ses propres avions, ravitailler ses avions et mettre des bombes et qu'il n'a plus de radar, le porte-avions il sert à rien. Et on peut faire ça avec une attaque cyber. Il y a eu des exemples. La marine nationale française s'était plainte en 2009 déjà d'avoir eu 2 bâtiments qui avaient fait l'objet d'une cyberattaque massive. Les 2 bâtiments sont rentrés au port. J'ai plus trop de détails parce que c'est le genre d'information source ouverte. Hein. Alors là, très bien. On sait qu'aujourd'hui, il y a une vraie guerre cyber qui est menée par les États. Le problème, c'est que les outils utilisés par les États ou par les mafias pour faire de l'espionnage, par exemple de l'espionnage, sont absolument les mêmes. Il faut que ça passe par les réseaux de communication. Et les réseaux de communication, c'est l'Internet ou c'est les réseaux télécoms. Et les deux se combinant, puisque quand on a son téléphone, on a les deux sur son téléphone, eh ben on est ultra connecté, donc de partout, on peut accéder à partout. Il faut un peu de savoir-faire, sûrement, peu de patience, mais aujourd'hui, on est tous interconnectés. Donc, tout est possible, entre guillemets. Est-ce que, donc toi, tout ce savoir, en fait, tu l'as accumulé en te passionnant sur beaucoup d'années. Est-ce que si des personnes qui t'entendent se disent, bah, c'est par exemple un lycéen, puisque c'est l'ouverture de Parcoursup, donc il se dirait, ah, c'est maintenant, c'est ça que je veux faire, ou un juriste qui voudrait compléter sa formation, se diriger vers le numérique, ou peut-être un informaticien qui voudrait apprendre des éléments juridiques pour compléter sa formation. Est-ce qu'il y a des formations actuellement qui existent et vers quoi on peut s'aiguiller pour ça? Alors, en dehors des formations techniques, où là, où je sais qu'il n'y a pas d'enseignement de droit ou très peu, il commence à y avoir des formations juridiques niveau M2, donc des 5 ans post-bac, des M2 Pro notamment, où on commence à faire du droit du numérique, du vrai. C'est la partie droit d'auteur, et on commence à faire de la sécurité, avoir moi, je fais un cours sécurité, notamment. Je fais un cours blockchain, je fais un cours crypto, je fais un cours sécurité pour expliquer qu'il y a des lois, comment ça marche. Mais c'est assez récent, et quand c'est un peu trop technique, souvent les juristes ont du mal. Parce qu'il faut être capable de comprendre ce que c'est qu'un logiciel, une base de données, un réseau, un machin. Donc le web, car on ne dit pas un site internet, ça va faire rigoler mes collaboratrices quand elles m'écouteront. On ne dit pas un site internet, on dit un site web. Voilà. Et même les textes de l'Union européenne, ils disent site internet. Donc non. Une chaise, c'est pas une table, et une table, c'est pas une chaise, mais bon. Voilà. Donc la formation, il y a peu de formation parce que c'est quand même assez nouveau, ce déploiement massif du numérique au niveau individuel dans nos sociétés occidentales. C'est un truc qui a même pas 20 ans. Hein. Moi, mon premier portable 95 et mon premier ordi portable, je l'ai acheté en 2000. Donc c'est pas si vieux que ça. Donc les lois sont plus longues à prendre que la technique n'évolue. Donc, quand même la loi rame et que les techniques bougent beaucoup, pour faire des formations un peu cohérentes sur le long terme, c'est pas facile. Donc, quand on a un parcours tech, faut aller trouver les textes de loi, et je sais qu'en général, ça leur plaît pas beaucoup parce que la loi, c'est chiant, pour le dire clairement. Quand on est juriste, il faut rentrer un peu dans la technique. Donc, moi, j'ai essayé avec les bouquins pour les gens qui sont dans la technique, c'est incompréhensible pour nous les juristes, on comprend rien. La crypto, pour moi, ça a été un vrai problème. Et après, il faut être ouvert d'esprit et il faut aller chercher des contenus qui vous conviennent. Donc, il y a des tutos qui sont parfois pas mal. Moi, j'écoute des podcasts. Alors, je participe à certains. Merci de ton invitation, d'ailleurs. Et après ça, moi, j'ai cette même démarche vis-à-vis par mon site web qui est de dire, moi, j'ai compris des trucs. Formation juridique, donc je vais vers la technique. Si vous êtes tech, vous allez avoir un peu de droit. Et j'ai la chance d'avoir un éditeur de BD qui m'a ouvert son catalogue et qui m'a dit, si c'est gratuit et que tu mets sur ton site web en consultation, ta carte blanche, tu nous rémunères pas. Et voilà, donc il y a des éditeurs, droits d'auteur, qui savent compter et se rémunérer. Moi, je leur ai dit, voilà, moi je fais ça à titre bénévole, ça me prend beaucoup de temps, mais ça me permet, moi, d'abord de bien maîtriser mon sujet, et puis de rendre le truc un peu plus sympa
soit pour des gens qui sont tech et qui vont découvrir ce que c'est qu'un leak et le droit pénal, donc c'est en BD, c'est plus sympa, et puis en même temps des gens qui sont des juristes, comme mes juristes avec qui je bosse au quotidien, c'est de temps en temps leur faire comprendre, là on a révisé hier le mode SaaS. Qu'est-ce que c'est que le mode SaaS, les serveurs, les contrats qui vont derrière, comment les flux de données, les obligations, machin. Quand c'est expliqué en BD, parce que je m'en sers pour faire des formations, des colloques, tout ce qu'on veut, moi je mets en ligne pour que tout le monde puisse venir chercher et puisse venir se documenter de manière un peu originale, des podcasts. Là, je suis en train de repréparer des petits formats vidéo, un peu 20-30 minutes, parce que moi, je sais, j'ai envie de le faire savoir, et j'aime bien le côté, allez-y, moi j'ai compris, voilà, je vous montre ce que je sais faire, et puis en même temps, je montre à mes clients et à mes prospects que je sais tout à fait de quoi je parle. Tout sera se retrouve sur le site web, technique et droit du numérique avec des tirets.fr. Voilà. Et est-ce que tu as est-ce que tu es actif sur d'autres médias? Est-ce que des médias sociaux? Est-ce que il y a des moyens de te contacter plus précis? Oui, alors ce qui est marrant, c'est que quand j'ai commencé à faire mon premier site web en 2014, j'ai tout fait moi-même, donc c'était tout pourri, ça marchait pas très bien. Et en fait, j'ai vu l'évolution maintenant de la manière dont, nous avocats, on a un problème historique avec la pub. Nous avocats, on était interdits de pub, d'accord? On n'avait pas le droit. De même que le cinéma avait pas le droit de faire de la pub et que les choses ont changé. Maintenant, tout le monde trouve normal d'avoir des grandes affiches dans le métro, sur les abribus, on voit le film qui va sortir, mais ça a été interdit très longtemps. Au moins jusqu'en 2010 quasiment. Bref, nous avocats, on pouvait pas faire de pub. Donc pour montrer qu'on savait des choses intelligentes et qu'on réfléchissait sur les sujets d'aujourd'hui, on faisait des articles dans des revues de droit que ne lisaient que des juristes. Donc fallait écrire dans un style empoulé, des trucs pas drôles, il y avait que des pages, pas d'illustration. Et puis avec l'arrivée des réseaux sociaux, moi je suis bien sûr un grand fan de BD, je me suis dit tiens, moi je vais communiquer autrement pour faire un truc qui se remarque. Un truc un peu identifiant. Moi, j'ai vraiment beaucoup de BD, j'aime vraiment ça. Et je me suis dit, en fait, donc je vais faire des présentations en BD que je vais mettre sur mon site, et puis après, je vais relayer sur les réseaux. Et aujourd'hui, quand on est un professionnel et qu'on vise une clientèle de professionnels, on va pas sur Facebook, on va sur LinkedIn. Voilà, je fais de la pub malgré moi pour LinkedIn, mais aujourd'hui, quand je poste un truc, une vidéo, une présentation en BD, un podcast, je vais relayer sur les réseaux. Mais en fait, les gens voient les informations qui les intéressent sur les réseaux, ils likent plus ou moins, donc on voit ce qui intéresse. Et après, les gens vont voir le contenu quand ils veulent, sur un endroit qui est stable et qui est pas les micro-formats des réseaux où on a droit à 240 caractères ou 3 lignes et demie de hashtag et je sais pas quoi. Après, la liberté, je l'offre sur mon site, que je fais héberger dans les conditions machin, et je mets, alors j'ai fait beaucoup de présentations donc en BD, maintenant je fais du podcast, et là je vais repasser à un peu de vidéo, parce que mes présentations en BD, en fait je pourrais les faire en vidéo, c'est-à-dire qu'on globalement je mets la presse en BD en grand écran, et puis moi j'apparais dans un petit carré et j'explique directement, au lieu de laisser les gens lire, et bon, il y a le côté BD qui est un peu sympa quand on le regarde tout seul, mais quand j'explique, apparemment c'est quand même plus simple. Donc là, je suis en train d'expérimenter genre une vidéo par mois sur des sujets, ça peut être les leaks, le droit du logiciel, le mode SaaS, une actualité de la CNIL, le droit des mots de passe, enfin des trucs un peu techniques, toujours numériques. Super, on va suivre avec intérêt cette évolution et peut-être bientôt te voir en tant que Twitcher ou YouTuber. Oui, enfin, il y a des limites quand même. Non, je vais rester sur ma clientèle professionnelle, de professionnels qui veut savoir. Cet épisode est maintenant terminé, nous espérons qu'il vous aura plu. Remarques, questions, soit par email coucou@lacantine-brest.net, soit via Twitter.